Comment décarboner le bâtiment ? Quels sont les matériaux d'avenir de la construction ? Comment mieux trier les déchets de chantier ? Quelles solutions face aux défis du confort d'été ? Si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Bâtir pour le climat, le podcast qui répond à toutes vos questions sur la transition environnementale dans le secteur du bâtiment. Bâtir pour le climat est un podcast du Moniteur, des cahiers techniques du bâtiment et de Négoce. Je suis Carole Ferry, directrice des rédactions. Dans ce podcast, je reçois des professionnels du secteur de la construction durable. Ensemble, nous discutons de leur vision, de leurs projets à impact positif. Ils partagent leurs expériences, ils apportent un éclairage précieux pour vous aider à mettre en place des solutions concrètes. Très bonne écoute. Bonjour Camille Join. Bonjour. Vous êtes ingénieur spécialisé dans la gestion intégrée des eaux pluviales. Vous travaillez pour l'agence ATM, pionnière dans les questions de la gestion de l'eau dans la ville. Alors, quelles sont les solutions les plus pertinentes ? Comment fonctionne le cycle de l'eau ? Nous allons voir ça ensemble afin de mieux comprendre l'importance de ce cycle de l'eau pour lutter à la fois contre la sécheresse et contre les inondations. Commençons par la sécheresse. Il faut remettre de l'eau dans nos nappes phréatiques qui se vident, on le sait tous. Et nos villes bétonnées, justement, Camille, c'est notamment ce qui explique que nous manquons d'eau aujourd'hui. Oui, en partie, nos villes, elles sont très imperméabilisées. Donc bien sûr, il y a des parcs, il y a des jardins, mais globalement, les toitures sont étanches et au sol, on a de l'enrobé, du béton, des pavés. Tous ces matériaux sont étanches, ça veut dire qu'ils ne laissent pas passer l'eau ne peut pas rejoindre le sol. Donc le cycle de l'eau en ville n'est pas le même que celui qu'on peut avoir en campagne ou en dehors des villes. Il y a beaucoup plus de ruissellement et toutes ces eaux de ruissellement qui sont générées par les villes, elles sont en plus captées par tout un système de réseau d'assainissement qui est sous nos pieds, qu'on ne voit pas forcément, mais il y en a sous toutes les rues, chaque bâtiment est relié à ce réseau. Et ces réseaux, ils font très bien ce pourquoi ils ont été conçus à la base. Donc quand je dis à la base, ça remonte quand même au 19e siècle avec les premiers principes d'hygiénisme. Et donc ils font très bien ce pourquoi ils ont été conçus, c'est-à-dire capter toutes les eaux de ruissellement et les évacuer rapidement et loin des villes. Et donc ces réseaux-là, en fait, ils chantent, ils court-circuitent le cycle de l'eau et ils envoient directement les eaux de pluie, les eaux de ruissellement vers les cours d'eau au lieu de les laisser s'infiltrer et de les dans laisser la terre rejoindre. Et de rejoindre les nappes phréatiques. Exactement. Donc ça nous explique un petit peu les problèmes de sécheresse et de ces nappes phréatiques qui se vident. Les villes bétonnées, c'est aussi de l'eau qui n'a plus de place pour s'évacuer et donc des réseaux qui débordent et donc des inondations. Oui, le système de canalisation que je viens de décrire, il a très bien fonctionné à ses débuts. Et puis, à partir des années 70, on a commencé à entrevoir quand même les limites de ce système-là. Ce qui s'est passé, c'est que les villes se sont fortement étendues. Il y a eu beaucoup d'extensions urbaines, notamment dans les années 60-80. Et en fait, toutes les nouvelles surfaces imperméabilisées qu'on a créées, on les a reliées à ce système de réseau. Et donc, plus il y a de surfaces imperméabilisées, plus il y a de débit d'eau, et plus il faudrait augmenter les débits des canalisations. Il faudrait qu'on ait des plus gros tuyaux ou plus de kilomètres de réseau ? Plutôt des diamètres plus importants. Donc, c'est ce qui a été fait dans une certaine mesure, sauf qu'à partir des années 70, il y a commencé à avoir vraiment des inondations récurrentes. Donc, quand je dis inondations, des inondations par débordement de réseau. Parce qu'on a aussi les inondations par débordement des cours d'eau. Mais c'est pas la même chose. Là, on parle juste de quand le réseau ne peut plus absorber les eaux de pluie et que ça déborde. C'est ça, il y a un débit trop important par rapport au diamètre de la canalisation. Et donc ça, dans les années 70, il y a vraiment beaucoup de villes qui ont subi ce type d'inondation d'une manière assez récurrente dès qu'il y avait un orage. Donc les services publics en charge de l'assainissement ont décidé de construire, et ça s'est vu dans vraiment quasiment toutes les grosses agglomérations en France, de construire ce qu'on a appelé des bassins d'orage ou des bassins de rétention. Donc en fait, c'est des gros réservoirs enterrés qui sont sur le réseau et dont la fonction est de stocker toutes les eaux qui arrivent et de pouvoir les rejeter en aval, toujours dans le réseau, mais à un débit plus faible. Donc c'est ce qu'on appelle des bassins de tamponnement ou bassins d'orage. Il y a beaucoup de bassins de ce type-là qui ont été construits. Mais ça n'est pas forcément suffisant ? C'est pas que c'est pas suffisant, c'est que c'est des solutions qui sont très techniques et qui sont pas satisfaisantes en fait. Pourquoi ? Le premier problème, c'est qu'elles coûtent très cher. Déjà à mettre en œuvre, ensuite à entretenir. Et la question de l'entretien est vraiment problématique. Ce qui a été constaté, c'est qu'en fait, ce qui est construit en enterré n'est pas vu, et ce qui n'est pas vu n'est pas correctement entretenu. Et il y a même des bassins qui ont été littéralement oubliés, on ne savait plus qu'ils étaient là. Donc tout cet investissement pour un intérêt écologique et paysager nul, puisque l'eau de pluie, elle est cachée dans ces tuyaux ou dans ces gros bassins, et qu'elle est considérée comme un déchet à évacuer.
Et donc elle reste là ou après, qu'est-ce qu'on en fait de cette eau? Et ensuite, elle est rejetée soit au cours d'eau si on est en réseau séparatif, soit elle passe par les stations d'épuration si on est en réseau unitaire. Alors on n'en a pas parlé de ces deux types de réseaux. Vous pouvez nous expliquer comment sont fabriquées les villes, soit en unitaire, soit en... Pour schématiser, on va dire que les villes les plus anciennes sont plutôt en réseau unitaire. En fait, c'est le fameux tout à l'égout, où on gère en même temps à la fois les eaux de pluie et les eaux usées. Elles se retrouvent mélangées. Et donc, toutes ces eaux mélangées se dirigent vers les stations d'épuration, avec des systèmes de déversoirs d'orage qui permettent de délester les stations d'épuration quand il y a un gros orage. Et l'autre système, c'est quand on a deux réseaux distincts. Un réseau pour les eaux usées qui est dirigé directement vers la station d'épuration, et un réseau pour les eaux pluviales qui est dirigé vers un exutoire. En général, c'est un cours d'eau. Donc le réseau séparatif pose moins de problèmes de pollution que le réseau unitaire. Néanmoins, dans les deux cas, l'eau est canalisée. Dans les deux cas, on a ces problèmes potentiels de débordement. Exactement. Alors vous, justement, et c'est la raison pour laquelle on a souhaité vous inviter aujourd'hui, votre métier, eh bien, c'est de trouver des solutions pour relancer le cycle de l'eau. Ça ne veut pas dire supprimer les réseaux, pas du tout, mais trouver de nouveaux moyens d'évacuer l'eau et des moyens qui se voient. Parce que, comme vous venez de le dire, il faut, pour qu'on pense à ces réseaux, qu'on pense à les entretenir, il faut qu'on les voit. Oui, alors il existe heureusement une autre manière de gérer les eaux pluviales. C'est ce qu'on a appelé pendant longtemps les techniques alternatives. C'était sous-entendu en alternative au tout tuyau. Aujourd'hui, on parle plutôt de gestion intégrée des eaux pluviales, de gestion durable des eaux pluviales, voire de solutions fondées sur la nature pour la gestion des eaux pluviales. Quel que soit le terme qu'on choisit, le principe à retenir, il est commun à toutes ces appellations. C'est le sol qui doit recueillir l'eau de pluie et non les réseaux, comme ça se passerait dans une zone non urbanisée. L'objectif, c'est de rééquilibrer ce fameux cycle de l'eau qui est totalement déséquilibré en ville. Donc au lieu d'envoyer les eaux de ruissellement vers nos réseaux, on va faire tout ce qu'on peut pour les infiltrer au plus près de là où elles tombent, au cœur de la ville. Donc ça constitue quand même un vrai changement de positionnement. On n'est plus du tout sur une gestion centralisée par des réseaux, c'est une gestion locale à la parcelle avec une multitude de petits dispositifs qui sont visibles et pas enterrés comme vous l'avez dit. C'est une nouvelle manière de penser l'aménagement quand même. Alors oui, concrètement dans nos villes, ça veut dire qu'on voit apparaître des espaces verts décaissés, ils sont en creux, des bassins secs, des jardins de pluie, des noues, il y a différentes appellations selon la forme qu'ils prennent. Et ça peut également être des placettes ou des parkings inondables. Donc on voit bien qu'avec cette approche, l'eau, elle sort de la sphère technique et elle rentre plutôt dans la sphère de l'aménagement, dans la sphère du projet, puisque en fait les dispositifs qui gèrent maintenant les eaux pluviales ont une dimension spatiale qu'il faut intégrer dans les projets et aussi dans les politiques publiques de l'urbanisme. Alors est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples ? Alors j'évoquais par exemple les bassins secs ou les jardins de pluie. En fait, c'est des espaces verts qu'on va non pas construire en butte comme on l'a fait pendant très longtemps, mais on va plutôt les construire en décaissés par rapport au niveau général des chaussées et des trottoirs pour pouvoir y emmener les eaux gravitairement. Donc gravitairement, ça veut dire sans pompe, naturellement, en fait, en laissant l'eau s'écouler sur les surfaces. Et ces espaces vont se remplir en fonction de l'intensité de la pluie. Et surtout, ils vont laisser le temps à l'eau de s'infiltrer naturellement dans le sol. Et pour acheminer les eaux vers ces espaces-là, là aussi, on est sur des dispositifs qui sont en surface, qui sont visibles. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de mettre en place des canalisations qui vont amener les eaux vers des espaces verts décaissés, mais au contraire, de recréer tout un maillage de petits caniveaux, de rigoles ou des simples pentes. En fait, ça peut être juste des espaces qui sont pentés vers ces espaces de gestion des eaux et qui amènent les eaux. Et là, vous nous parlez à quelle échelle ? On est sur un quartier, une rue ? Oui, de rues, mais en fait, c'est adaptable vraiment à toutes les échelles. Mais dans ce que vous êtes en train de décrire, il faut déjà qu'on ait un espace vert. Oui, c'est vrai que j'ai parlé des espaces verts. Après, c'est adaptable quasiment à l'infini. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des dispositifs, nous on appelle ça plurifonctionnels ou multi-usages. Par exemple, un terrain de sport qui va être décaissé et qui va faire office de stockage d'eau pluviale lorsqu'il y a un orage. C'est-à-dire que quand il est sec, on l'utilise comme un terrain de sport. Et quand il y a un orage, il fait office de bassin de rétention. Et une fois que l'eau s'est infiltrée, il retrouve sa fonction. Donc on ne peut pas du tout jouer quand il pleut trop, quoi. Ça devient une petite piscine. Voilà, mais on a superposé deux usages qui ont besoin d'espace, on les a superposés. Et ça, c'est un outil vraiment important. Et ça met du temps à s'évacuer derrière, une fois qu'il ne pleut plus ? En fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la nature du sol, ça dépend de la quantité d'eau qu'on y amène et de l'événement pluvieux pour lequel l'ouvrage va être dimensionné. Donc pour les petites pluies, c'est très rapide.
Et pour les pluies les plus importantes, si on parle de pluies décennales, de pluies vingtenales, on est sur une durée d'infiltration qui est de 24 heures. Donc on peut rejouer assez rapidement. Est-ce que vous avez d'autres exemples là où on est vraiment sur la ville bétonnée? Je peux parler de la désimperméabilisation, parce que là j'ai Oui. surtout parlé de la gestion des eaux pluviales, donc de l'eau pluviale une fois qu'elle a ruisselé. Mais en fait, il y a un des leviers très importants pour faciliter cette gestion intégrée des eaux pluviales, c'est d'agir, comme on dit, à la source, c'est-à-dire dès le départ, dès que la goutte de pluie tombe. Et pour ça, on va privilégier plutôt des matériaux qui vont avoir la capacité de laisser au moins une petite partie des eaux s'infiltrer. C'est ce qu'on appelle les revêtements semi-perméables ou poreux et qu'on voit de plus en plus dans nos villes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'est pas forcément d'enlever totalement le béton pour mettre à la place, je sais pas, de l'herbe. C'est plutôt de trouver de nouveaux revêtements qui vont laisser passer l'eau. Alors le plus efficace pour désimperméabiliser, c'est effectivement de remplacer le béton par de la pleine terre. La pleine terre, c'est ce qui offre le plus de surface d'échange entre la pluie et le sous-sol. L'eau ne rencontre aucun obstacle et elle peut vraiment s'infiltrer sur toute l'emprise qu'on lui donne. C'est l'idéal, mais c'est pas possible partout. Il y a des usages en ville qui nécessitent de garder des sols artificialisés. Et donc il y a une gamme très large de revêtements perméables, donc ça va du gravier à l'enrobé drainant en passant par des dalles engazonnées ou des pavés avec des joints perméables. Donc ça laisse quand même un choix assez important et beaucoup de possibilités pour trouver un revêtement semi-perméable, adapté à l'usage, à l'esthétique aussi qu'on souhaite, parce que ça c'est important, et qui a une bonne tenue dans le temps. Les industriels font beaucoup d'efforts de ce côté-là. Vous avez quand même de plus en plus de matériaux disponibles. Il y a de plus en plus de choix, effectivement. Et nous, on fait un peu de communication aussi auprès des élus, parce que parfois, ils veulent plus entendre parler de revêtements semi-perméables parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience. Comme? Alors, c'était quoi? Quels sont les problèmes? Les dalles engazonnées, parfois, ça tient pas très bien dans le temps. Donc, on leur propose d'autres dispositifs. Et on peut aussi faire des dispositifs un peu maison, par exemple des pas japonais. Tout simplement, au lieu d'avoir un chemin en dur, on dispose des pas japonais sur de la pleine terre. Les pas japonais, c'est quoi? Des petites dalles de béton non jointives, en fait, avec des espaces. On ne bétonne pas tout, on bétonne les pas. Le minimum. D'accord. Vous travaillez pas mal sur la région parisienne. Vous avez des exemples de choses que vous faites également en région? Je peux vous parler, par exemple, du travail qu'on a fait dans un quartier à Portée-sur-Garonne, près de Toulouse. Le quartier Renoir, donc en fait, c'est un quartier pavillonnaire comme il y en a beaucoup, construit dans les années 70, donc c'est-à-dire construit vraiment pour diriger ses eaux de pluie vers le réseau. La particularité de ce quartier, c'est qu'il subissait beaucoup d'inondations. En fait, il y avait un réseau qui était construit à contrepente, qui avait tendance vraiment à saturer très rapidement et qui débordait et créait des inondations au point bas du quartier, mais qui ensuite impactait les résidences. Donc la solution qui a été proposée par l'agence, ça a été assez radical, en fait, c'est de déconnecter totalement ce quartier du réseau existant. Donc quand je dis déconnecter, ça veut dire supprimer les avaloirs existants, ceux qui permettaient d'emmener les eaux vers le réseau, et à la place de gérer les eaux localement, en s'appuyant sur... Mais y compris les eaux usées ou seulement les eaux de pluie? les eaux pluviales. De gérer les eaux pluviales en s'appuyant sur les espaces verts publics du quartier, qui se trouvaient et coïncidaient avec les points bas du quartier. Donc les espaces publics ont été complètement réaménagés. Il y avait par exemple des bandes vertes entre des clôtures et des voiries. Ces bandes, elles ont été décaissées, elles ont été transformées en nous. Il y avait également des espaces verts qui ont été décaissés et on a fait un travail d'abaissement des bordures pour y emmener les eaux pluviales. Et si vous allez vous promener sur ce quartier, vous pourrez voir un autre dispositif qui est assez innovant, qu'on a mis en place sur le quartier. C'est ce qu'on a appelé un passage à gué. En fait, il faut imaginer un dos d'âne, un passage surélevé, mais inversé. C'est-à-dire qu'au lieu de monter et de descendre, on descend et on remonte. Donc ça fait un creux dans la voirie. Mais ce dispositif, il est indispensable parce que c'est ça qui a permis de ramener toutes les eaux de pluie vers le bassin qu'on a créé, sans avoir à reprofiler toute la chaussée, ce qui aurait coûté très cher. Et vous vous rendez compte que ça fonctionne? Alors oui, ça fonctionne. Ce quartier, il y avait vraiment des grosses problématiques. Les habitants avaient mis en place des petits murets, des sacs de sable pour se protéger. Les sous-sols ont retrouvé leur fonction. Il y a même des maisons qui se sont vendues. Donc voilà, cette problématique, elle est réglée. Et je pense aussi qu'on est passé d'un climat qui était un petit peu anxiogène, où dès qu'il y avait un orage, en fait, d'un seul coup, on voyait cette eau surgir des avaloirs. Là, il y a toujours de l'eau, mais on voit des espaces verts qui sont en creux, qui se remplissent progressivement avec un débordement de l'un dans l'autre, mais qui est maîtrisé. On sent que tout ça est fait pour ça. Et ça a un côté rassurant. Effectivement, parce qu'on le voit bien, on en voit de plus en plus des inondations qui sont potentiellement assez effrayantes. Mais
plutôt quand ce sont les cours d'eau qui débordent. Avec les eaux de pluie, on a quand même aussi... Oui, on a eu il y a quelques années des événements assez graves à Montpellier notamment, où des réseaux qui ont débordé et en fait l'eau s'est engouffrée dans des sous-sols et dans des descentes de garage et c'est là où ça peut être vraiment dangereux. Alors ça, c'est pour Toulouse, c'est très intéressant comme exemple. Vous en avez d'autres ailleurs ? Oui, on a par exemple fait un projet, alors il y a quelques années maintenant, mais c'est un projet qui est assez emblématique du travail de l'agence. C'est la rue Sœur Valérie à Asnières-sur-Seine. Donc c'est une rue à l'origine qui était très classique, une chaussée centrale circulée, 2 trottoirs de part et d'autre, et toujours des avaloirs qui emmenaient les eaux vers un réseau unitaire. Donc réseau où les eaux usées et les eaux pluviales sont mélangées. Le souhait de la ville, c'était surtout de végétaliser cette rue et de l'apaiser. Ce qui a été fait par l'agence, c'est de végétaliser la rue, mais de créer des espaces décaissés, donc plus bas que le niveau de la chaussée, et tout un système de petits caniveaux pour y amener les eaux et leur laisser le temps de s'infiltrer. Par rapport à l'état initial, on avait des eaux qui étaient collectées par un réseau unitaire et qui rejoignaient une station d'épuration. Et maintenant, on a des eaux pluviales qui viennent alimenter des plantations et qui, en plus, s'infiltrent dans le sol et retrouvent leur chemin naturel vers la nappe. Donc c'est un petit projet de requalification, mais ça permet aussi de voir tout ce que ça peut apporter. C'est-à-dire que la rue, grâce à ce projet-là, elle a été vraiment apaisée. La ville a décidé de la passer en zone 20, en zone de rencontre. Et quand on y passe aujourd'hui, on s'aperçoit que les piétons se sont vraiment réappropriés l'espace. On a les piétons qui circulent au milieu, les vélos qui passent au milieu. Donc on a changé du tout au tout entre l'état initial et l'état actuel. C'est très intéressant de vous écouter comme ça, de nous expliquer comment ça change en effet la vie des gens. Vous avez d'autres quartiers ? On travaille par exemple sur le projet de Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Donc Saint-Vincent-de-Paul, c'est un ancien hôpital qui est en cours de transformation pour devenir un quartier d'habitation avec des objectifs très ambitieux en termes environnementaux et notamment pour la gestion des eaux pluviales puisque les objectifs vont au-delà de ce qui est imposé par le Paris Pluie, qui est la réglementation en vigueur à Paris pour la gestion des eaux pluviales. En quoi vous allez encore plus loin ? On va gérer des pluies plus importantes que ce qui serait demandé. De quelle manière ? Le cœur d'îlot de ce projet-là va être essentiellement végétalisé et piéton. Il n'y a pas de circulation de véhicules. Ça va créer des grandes pelouses en fait en cœur d'îlot. Ces pelouses accueillent des nous qui vont gérer les premières pluies. Mais au-delà, ce qui a été décidé, c'est que c'est tout l'espace public en fait entre les 2 bâtiments qui va être capable de s'inonder, donc de se remplir pour gérer un orage important, avec toujours une petite circulation à pied sec qui permettra quand même aux habitants de passer usagers, d'un côté à l'autre. De passer sans avoir besoin de mettre des bottes. Mais c'est vraiment tout l'espace central qui va servir à la gestion des eaux pluviales. Un peu comme pour l'histoire du terrain de sport. Exactement. On construit des espèces de piscines entre les bâtiments sur des terrains... Le terme de piscine vaut quand il y a un orage. Mais par contre, la plupart du temps, on est sur des petites pluies, voilà, des pluies courantes, où là, c'est uniquement les nous qui sont sollicités, ou parfois c'est uniquement l'effet éponge du sol, on ne voit même pas l'eau en surface. Donc c'est cette dimension qui est importante à intégrer dans les projets d'aménagement, ce côté variable en fait de l'eau et surtout de l'emprise dont on a besoin pour gérer les eaux à ciel ouvert. Alors en fait, il n'y a pas, et on l'entend avec ce que vous nous décrivez, il n'y a pas une solution clé en main ou une solution industrialisable. Ça se fait vraiment en fonction de chaque terrain. Il faut trouver la bonne solution, adaptée. Oui. C'est un peu la difficulté et en même temps c'est ce qui fait l'intérêt de notre métier. Il faut faire du sur-mesure. Il n'y a pas de solution clé en main, il faut faire du sur-mesure, il faut bien regarder le site sur lequel on s'implante. Par exemple la nature des sols. Est-ce qu'ils ont une bonne capacité d'infiltration ou pas ? La topographie, le relief, est-ce que le terrain est plat et dans ce cas ça va être assez facile de trouver des espaces qu'on va pouvoir décaisser pour recueillir et stocker les eaux ? Ou est-ce qu'au contraire on a des fortes pentes ? La phase de diagnostic, comme on l'appelle, c'est une phase très importante de recueil d'informations et d'observation de terrain. On prend en compte aussi beaucoup le projet, c'est-à-dire qu'on ne va pas proposer les mêmes solutions sur une plateforme logistique que sur un quartier résidentiel par exemple. On va prendre en compte les usages aussi, ça c'est important. Si on a beaucoup d'espace, on peut imaginer un grand parc inondable avec des pentes très douces, un espace qui serait accessible aux passants, avec une passerelle qui va permettre de traverser le parc en étant hors d'eau quand il y a un orage. Par contre, si on refait la ville sur la ville, c'est une ville très dense, là on va plutôt avoir une stratégie différente, on va essayer de multiplier
plein de petites solutions pour gérer à la source, justement. Donc, on va agir on va proposer des toitures végétalisées, on va minimiser vraiment les surfaces imperméabilisées. Les toitures végétalisées, on ne peut pas le faire partout. Si le PLU l'autorise, en tout cas, il n'y a pas de contre-indication d'un point de vue de la toiture hydraulique. Il peut y avoir une contre-indication si le bâtiment est existant et qu'il n'a pas la possibilité de supporter la toiture existante. Mais en tout cas, d'un point de vue hydraulique, pour nous, c'est un bon outil justement pour gérer à la source, puisqu'une partie de l'eau de pluie va être retenue dans le substrat de la toiture et ne va pas se retrouver sur le sol, à ruisseler sur le sol et à devoir être gérée. Par contre, il y a un point commun à toutes ces solutions, c'est qu'il faut qu'elles soient pérennes. Et pour ça, nous, on va privilégier plutôt des solutions simples. Donc quand je dis simple, c'est au sens de rustique. D'une manière générale, on tend à revenir à des choses qui se faisaient avant. Hein. Des gouttières, des coudes au bas des gouttières, des caniveaux, des noues, des solutions qui ont l'avantage de permettre de suivre le parcours de l'eau à ciel ouvert. Et en fait, on s'aperçoit que quand on comprend où va l'eau, quand on comprend où elle passe, ces solutions sont mieux entretenues et qu'elles sont plus pérennes dans le temps. Ce qu'on disait, c'est qu'il faut que ça se voit. Et pour que ça se fonctionne, en tout cas, il y a une chose très importante, c'est qu'il faut prévoir quand même des solutions hydrauliques dès le départ du projet. Ça n'est pas toujours bien ancré encore dans les esprits. Ben non, malheureusement, c'est pas encore un réflexe. Pourtant, c'est très important tout simplement parce que cette gestion des eaux pluviales, elle prend de la place en surface. Et donc, dès le début du projet, il faut l'anticiper et pouvoir réserver ces mètres carrés pour la gestion des eaux. Si on ne le fait pas, le risque, c'est de devoir modifier le projet quand il est bien avancé. Et quand je dis modifier le projet, ça peut être reprendre le nivellement, mais ça peut aller aussi jusqu'à revoir complètement la position des bâtiments par rapport à la parcelle, revoir la conception des bâtiments, c'est-à-dire l'essence de faîtage, l'emplacement des descentes de toiture. Et ça, quand c'est fait après coup, souvent les solutions sur lesquelles on aboutit, elles sont moins bien intégrées que ce qu'on aurait pu faire. Ça relève presque du système D, ou en tout cas, voilà, on est obligé de s'adapter, alors que si c'est conçu dès le départ tous ensemble, ça permet de mieux intégrer en fait. Voilà, il faudrait que l'eau pluviale soit prise en compte comme une composante à part entière du projet, au même titre que les stationnements, les logements, les circulations. Ça se fait quand même, de plus en plus. Ça se fait de plus en plus. Mais il y a encore des projets où c'est un petit peu oublié. C'est parce que ça n'est pas dans la culture, ou si c'est parce qu'on se dit tiens, on va peut-être pas pouvoir s'en passer, ça coûte cher? Je pense plutôt que c'est un manque d'acculturation, un manque de prise de conscience. Vous auriez un message à faire passer par rapport à tout ça? Oui, alors le premier conseil que je pourrais donner, ce serait de désimperméabiliser partout où c'est possible, d'une manière un petit peu systématique. Est-ce que idéalement, Camille, il faudrait en fait enlever le maximum de béton dans les villes? Idéalement, oui, mais c'est pas possible partout. Il y a des usages en ville qui nécessitent de garder des sols artificiels. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que retirer du béton, c'est aussi rafraîchir la ville. Oui, je parlais de la pleine terre tout à l'heure. Quand on retire du béton ou de l'enrobé ou toute autre surface imperméable, on permet à l'eau de s'infiltrer. Mais on fait aussi plus que ça. La pleine terre, d'autant plus si on plante et qu'on y dirige les eaux, en fait, on va reconstituer un sol vivant. C'est-à-dire un sol avec des racines, avec une microfaune bien développée. Et des sols vivants sont plus aérés, donc plus perméables et permettent une meilleure circulation de l'eau. Et c'est bénéfique pour la biodiversité et aussi pour le climat urbain. On l'a vu là avec les épisodes récents de canicule. Plus on a de pleine terre en ville, plus on a la possibilité de planter des arbres. Et les arbres, on sait qu'ils agissent comme des climatiseurs naturels, notamment parce qu'ils ont la capacité de capter beaucoup d'eau du sol, de l'évapotranspirer. Et c'est ça qui permet de rafraîchir. Donc en retirer le maximum où on peut. Ce qui est terrible, c'est que souvent dans les copropriétés, on s'acharne, ou même d'ailleurs dans les maisons individuelles, on s'acharne à arracher les mauvaises herbes, à enlever le moindre petit truc qui dépasse, alors qu'en réalité, rien que ces petits espaces, c'est crucial pour le cycle de l'eau. Alors c'est surtout qu'on est tellement habitué à avoir des parkings, des cours en béton ou en enrobé que parfois c'est difficile d'imaginer que ça puisse être autrement. Il y a encore un manque d'acculturation, je pense, des particuliers, des syndics de copropriété, puisque vous en parliez, ou des entreprises sur le sujet. Et donc souvent quand il y a des travaux, par exemple des travaux de réfection d'une cour où effectivement il y aurait 2-3 mauvaises herbes, eh bien c'est refait à l'identique, par habitude. Peut-être par facilité ou par manque de temps ou par peur d'avoir des infiltrations d'eau, peur d'avoir des nuisances sur le bâtiment. Et c'est dommage parce qu'il y a une vraie plus-value, il y aurait une vraie plus-value à désimperméabiliser et à végétaliser ces cours et ces copropriétés.
Pour le cycle de l'eau, bien sûr, mais aussi pour les habitants, parce qu'une cour plus perméable, plus végétalisée, c'est aussi d'autres usages qui sont possibles. Ça, c'est en train de changer, ou ça va commencer à changer, notamment avec le plan national d'adaptation au climat, où on prévoit que les PLU, en tout cas, il y a une incitation à ce que les PLU se transforment. Et celui de Paris prévoit également que quand il y a des travaux dans une copropriété, on essaye d'abord de voir comment on peut la végétaliser, ou en tout cas la désimperméabiliser. Oui, c'est tout à fait la tendance. Donc il y a quand même des choses qui sont en train de se passer, et on peut espérer que ça s'améliore quand même dans les années qui viennent. Oui. Vous allez avoir de plus en plus de travail. J'espère. Quel conseil vous pourriez donner à une commune qui veut améliorer sa gestion des eaux pluviales ? Je lui dirais de garder en tête que chaque projet, même un petit projet, chaque requalification de voirie, par exemple, ou de placette, que ce soit sur l'espace privé ou sur l'espace public, c'est l'occasion en fait de mieux gérer les eaux pluviales et d'aller vers une ville plus adaptée au climat qui nous attend. C'est toujours possible de gérer les eaux pluviales à ciel ouvert, ça c'est quand même un message important, et au moins pour les petites pluies, même si on a peu d'espace ou que le sol n'est pas très favorable à l'infiltration, c'est toujours possible même pour les petits épisodes pluvieux. Et un autre conseil que je pourrais donner, ce serait de former les équipes municipales à la gestion des eaux pluviales. Donc c'est valable pour les agents sur le terrain, mais donc pour ceux qui entretiennent les espaces verts, mais aussi pour les services instructeurs qui sont amenés à donner des avis sur les projets. C'est en étant sensibilisés à la question qu'ils pourront faire évoluer dans le bon sens les projets sur lesquels ils seront amenés à donner un avis. Et la communication aussi. Je pense que c'est important de communiquer auprès de ses administrés, expliquer pourquoi on ne fait plus comme avant. Pourquoi on ne met pas un avaloir et un réseau, et pourquoi au contraire on va intégrer une noue, pourquoi on va faire un square en creux, pourquoi on va faire un terrain de sport inondable. Et un bon moyen pour ça peut être d'organiser des visites sur le terrain, par exemple, faire découvrir des projets. On sait que c'est pas toujours simple, ils ont déjà beaucoup de travail quand même. Mais c'est vrai, vous avez raison, en tout cas, il faut communiquer. Est-ce que ça coûte forcément cher, ou on peut faire des petites choses qui ne vous coûtent pas forcément cher ? Ça coûte pas forcément cher, et bonne nouvelle, ça peut même coûter moins cher. Alors toujours si c'est pris en compte dès le début. C'est un petit peu ça la condition, mais si c'est pris en compte dès le début, en fait, on mutualise des espaces verts avec des dispositifs de gestion des eaux pluviales. Donc le coût de mise en œuvre est assez limité. C'est des revêtements, c'est des décaissés. On économise des coûts importants d'ouvrages enterrés ou de canalisation. Oui, parce que l'ouvrage enterré, ça coûte plus cher. Oui. Donc ça a tous les avantages d'être à ciel ouvert. Et oui. À titre personnel, Camille, à quand remonte votre propre engagement en faveur de l'environnement ? Assez loin. J'ai été sensibilisée aux questions environnementales à l'école primaire. Et notamment la question de l'eau. Et voilà, et aujourd'hui... C'était quoi ? C'était une maîtresse d'école qui vous a expliqué le cycle ? Qui était particulièrement sensible à ces questions-là. Et alors vous êtes toute jeune, en même temps, c'était il n'y a pas si longtemps. Mais quand même, ça veut dire que c'était quelqu'un qui était déjà très sensible. Oui. Et qui a transmis, qui a semé des petites graines. Et aujourd'hui, on est peut-être plusieurs adultes à en faire notre métier, je ne sais pas. Merci beaucoup, Camille Join. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtir pour le climat, un podcast du Moniteur, des cahiers techniques du bâtiment et de Négoce. Abonnez-vous, partagez l'épisode avec votre entourage et laissez un commentaire sur votre plateforme préférée. Bâtir pour le climat, c'est aussi le nom de l'événement pour lequel vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site bâtirpourleclimat.com. À très bientôt pour un nouvel épisode.